Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, nous sommes mardi aujourd'hui, bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile. Comment ça va mon cher Philippe? Toujours en pleine forme quand on fait Les Vraies Voix avec vous, en plus avec le beau temps, donc c'est parfait. Avec un casting spécial aujourd'hui, vous allez voir, il y a du cerveau aujourd'hui. Il y aura de l'ordre. Oui, c'est sûr, il va y avoir de l'ordre. Je peux vous assurer que le doigt sur la couture ce soir, ça va être obligatoire. Et ouais, surtout vous Philippe David, attention parce que ça faut pas dépasser les lignes, je vous le dis ce soir. Oui, en tout cas, moi je serai à votre place, à la place de Philippe Bilger, j'aurais peur parce que première tricherie au qui c'est qui l'a dit avec notre nouvelle Vraie Voix, quand elle va vous faire 20 pompes dans le studio, ça va vous faire tout drôle. Je vais être d'une loyauté. Tremble carcasse. Allez chers amis, au sommaire de cette émission, les grands débats du jour à 17h30. Donald Trump gèle l'aide alimentaire militaire à l'Ukraine, 3 jours après l'intercation avec Volodymyr Zelensky dans le bureau Laval, dernier acte de son rapprochement avec la Russie et de Vladimir Poutine. Alors parlons vrai, est-ce que Zelensky compte encore après sa visite surréaliste à Washington? Et à la question pose sur l'aide militaire à l'Ukraine, Trump donne-t-il la victoire à Poutine? Vous dites non à 59%. Vous voulez réagir? Au délai Vraie Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et puis à 18h40, le coup de projecteur des Vraies Voix, Gérald Darmanin veut regrouper les 100 narcotrafiquants les plus dangereux dans une prison spécialement dédiée avec isolement renforcé. La branche française de l'Observatoire international des prisons dénonce de la torture blanche, je cite, une atteinte aux droits fondamentaux. Alors parlons vrai, est-ce que parler de torture dans ce cas vous semble outrancier? Et à la question Darmanin a-t-il raison de durcir les conditions de détention des gros trafiquants de drogue? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et notre invitée Evelyne Cyr-Marin sera avec nous, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et magistrate honoraire. On reste ensemble jusqu'à 19h. On est ravis de vous accueillir au 0826 300 300. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Pour vous présenter nos invités du jour, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir mes amis. Bonsoir monsieur le président. On vous souhaite la bienvenue. En voilà un autre magistrat honoraire, bien entendu. Voilà. C'est un bon. Pardon. Non, je disais un bon. Ah oui, un bon magistrat honoraire. Voilà. Excellent, et avec lequel j'aurai un débat intéressant. Absolument. Loïc Garin, avec d'autres. Ah oui, avec d'autres. Loïc Garin est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir Loïc. Bonsoir maître. Bienvenue. Bonsoir. Et Vincent Desportes est avec nous, ancien directeur de l'école de guerre. Bonsoir. Général, comment peut-on vous appeler plus simplement? Écoutez, appelez-moi Vincent, ce sera très bien. Ouais. Ça va pas être facile tout de suite, je vous le dis tout de suite, mais on va s'organiser. Avec ce numéro de téléphone 0826 300 300, et c'est Hervé qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Bonjour, bonsoir. Bienvenue Hervé, vous vouliez pousser un coup de gueule sur, vous dites, la peur d'Emmanuel Macron concernant la crise diplomatique avec l'Algérie. Oui, c'est pas au niveau d'un chef d'État d'avoir peur d'une communauté. En plus, c'est significatif. Si la peur d'une communauté dite étrangère, en plus, ce sont comme des Français, même s'ils sont originaires d'Algérie. Je comprends pas pourquoi il ne veut pas les intégrer, voire les assimiler. Donc c'est grave sur la conception qu'il a du peuple français. D'autre part, franchement, c'est pas sérieux parce que il contredit son premier ministre qu'il a choisi et le ministre de l'Intérieur qui vient juste de dire les choses contraires. Manifestement, la position d'Emmanuel Macron est justifiée par son entourage, puisque dans le Figaro d'aujourd'hui, il disait que c'est vrai qu'ils avaient peur de la communauté algérienne. Donc en fait, Macron est bien un multiculturaliste et moi je trouve que c'est très dangereux pour la cohésion de la nation. Il n'arrête pas de parler de faire nation. En fait, il fait pas nation du tout. Ces accords, c'est ceux de 68 du 27 décembre 1968. Le ministre est un ministre du général de Gaulle, je crois que c'était Couve de Murville, et en 1994, parce que il essaye de s'en sortir, Macron, en parlant de 1994, c'était, je crois que le ministre des Affaires étrangères, c'était Alain Juppé à l'époque. Oui. Voilà. Donc, Hervé, oui. On va faire tourner un petit mot de nos je rejoins ce que dit Hervé, oui. Mais je ne parlerai pas de peur de la part du président de la République,
politique, il fait des considérations sur la population algérienne en France, et d'autre part, il considère que par rapport à d'autres pays, eh bien, le nombre d'OQTF non acceptés est moindre qu'ailleurs. Alors c'est dans le Figaro notamment, où de l'entourage du président, évidemment sous le couvert d'anonymat, dit grosso modo c'est parce qu'il a peur d'un soulèvement en France. Mon cher Philippe, ça n'est pas dans le Figaro que je cherche la subjectivité de ma pensée. Ah, c'est vrai que c'est dans l'idée. C'est vrai que c'est dans l'idée, j'avais oublié. C'est un pif magazine. Pas beaucoup d'opinions sur le sujet, si ce n'est que bien dans le micro. On a, pourtant je devrais avoir l'habitude, mais comme quoi, les habitudes se prennent pas facilement. En l'occurrence, non, il y a peut-être une question simplement aussi de chasse gardée, c'est-à-dire que le chef de l'État essaie aussi d'exister politiquement, c'est de l'international, c'est la chasse gardée logique du chef de l'État. Il y a peut-être aussi une volonté de remettre un peu chacun dans son jardin ou dans son précaré. C'est peut-être une stratégie aussi. Alors, moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait encore une fois plusieurs voix, bien que des voix soient intéressantes à entendre très souvent, mais on entend plusieurs voix s'exprimer sur le sujet. On a un président Macron qui a de grandes qualités sûrement, mais qui a une tendance à faire cavalier seul. Il l'a fait avec Steinmeier sur l'affaire du projet de négociation, etc. Il dit ça, contrairement à Steinmeier. Et là, on a le numéro 1 et le numéro 2 du gouvernement qui s'opposent. Je dis, c'est pas raisonnable. On a un gouvernement, une confiance dans les politiques qui se réduit chaque jour, et ils ne sont pas capables de se mettre d'accord avant de prendre la parole. Ça n'est pas raisonnable. Et il n'y a pas un côté, chacun, c'est le bad cop et le good cop, plutôt, sur ce type d'opération, par exemple? En fait, je ne crois pas, Cécile, parce que le président, comme vous l'avez dit, rappelle qu'il est le seul maître dans le domaine international. Il l'a rappelé de manière un peu roide, tout de même aussi bien au Premier ministre qu'à Bruno Retailleau. Sur une affaire comme ça, on peut quand même appeler son Premier ministre et dire qu'est-ce qu'on va dire pour être à peu près d'accord sur un sujet. Bon, ça me paraît raisonnable. Oui. Merci Hervé pour ce coup de gueule. Allez, vous restez avec nous, mon cher Hervé, jusqu'au qui c'est qui l'a dit, bien entendu. On vous souhaite pendant tout ce temps-là de réviser un petit peu, parce que je peux vous assurer qu'il y a du lourd dans ce studio. Mais ça va être honnête aujourd'hui, je pense. Avec le général, ça va être honnête, ça va changer. Comme je suis Fanny en général, mais on peut pas. Oui, mais on a le droit de tricher, on l'appellera Vincent. Alors, excusez-moi, avec un magistrat, un général et un avocat pénaliste, s'il y en a qui trichent, vraiment, c'est que vous avez des énormes. Voilà, je vais pas le dire. Quand on dit Vincent, on a le droit de tricher. En général, non. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, et puis le réquisitoire du procureur. Alors, Emmanuel Macron, bien sûr. Emmanuel Macron, bien sûr. Voilà, ça c'est du teasing. On en saura un peu plus. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui jusqu'à 19h avec Philippe David. Moi, je veux toujours faire un point sur notre chaîne YouTube. Mon cher Maxime, ça avance. 998 000 abonnés. Oh là. C'est un feuilleton en fait, ce truc. Ça n'arrête pas. Le million. Je m'en lasse pas, c'est mieux que les feux de l'amour. Ouais, je peux comprendre, alors qu'il n'y a aucun scénario. Donc à 19h, ça peut arriver. Non, 999 à 19h, pourquoi? Mais peut-être dans 2 minutes, 999 000. On peut pas arriver au million à 19h. On peut imaginer le million à 19h. On ne sait pas. En tout cas, autour de cette table, pour aller jusqu'au million, Philippe Bilger est avec nous, Loïc Guérin, avocat pénaliste, et Général Vincent Desportes, qui est ancien directeur de l'école de guerre et qui vient là comme vraie voix pour sa première fois. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Un grand plaisir. Et on est ravis de vous accueillir. Dans un instant, Caporal Félix Mathieu. Les 3 mots dans l'actu, de quoi parle-t-on? On va parler de l'hommage de l'Assemblée nationale à son ancien président Jean-Louis Debré, de la congrégation des pères de Bétharam qui reconnaît sa responsabilité dans le scandale des violences dans l'établissement des Pyrénées-Atlantiques qu'elle a longtemps dirigé, et puis de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui présente un plan de réarmement pour l'Europe et pour l'Ukraine à 800 milliards d'euros, près de 800 milliards en tout cas. En 3 mots, hommage, responsabilité et réarmement. Et tout de suite, c'est notre avocat général préféré. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est un réquisitoire à décharge envers Emmanuel Macron que vous allez faire, monsieur le procureur. Oui, parce que le président de la République a dit récemment qu'il voulait réveiller la France et l'Europe.
sur un certain nombre de thèmes, le nucléaire, l'attitude par rapport à l'Ukraine et à la Russie et le réveil européen. Et il faut reconnaître qu'il est plausible dans cette volonté, j'allais dire, de redresser, de réveiller aussi bien en France qu'en Europe sur ce registre-là. Je ne dis pas qu'il réussira, mais je dis qu'il est d'autant plus plausible qu'il faut admettre que, me semble-t-il, sous le contrôle de mes amis, qu'il est le seul. Alors von der Leyen, Félix vient de le rappeler, je pense que le plan qu'elle propose est largement inspiré de la résolution présidentielle française. Loïc Guérin. Oui, enfin, j'ai pas l'habitude d'être nécessairement très admiratif de ce que fait le chef d'État jusque-là, en tout cas en interne. Là, en externe, effectivement, il a un boulevard. Et on étendra, parce que je crois qu'il y a plusieurs de nos sujets ce soir qui vont aborder ça, donc je vais pas trop déflorer les choses, mais il a un boulevard, lui, à titre personnel, et je pense que la France a un boulevard, elle aussi, parce qu'il y a un rôle qui va nécessairement être laissé libre. C'est très bien. Vincent Desportes. Il y a évidemment une nécessité de leadership en Europe, et je crois qu'il faut que quelqu'un s'en occupe. Mais je ne suis pas absolument sûr qu'il faut que ce soit quelqu'un. C'est le problème de Steinmeier que j'évoquais tout à l'heure. On aurait bien aimé que ce leadership, c'est un leadership reconnu par tout le monde. Et là, il y a un problème d'immodestie, je dirais, de la part du président Macron, qui annonce quelque chose, et Steinmeier lui dit le lendemain, mais non, c'était pas exactement ça. Il nous avait fait le coup en février dernier. Vous vous rappelez, il avait dit on va envoyer les soldats sur le front, pas sur le front, mais du moins en Ukraine. Et en fait, tous ses camarades chefs d'État le lendemain, il dit mais non, on n'est pas d'accord avec ça. Et je crois que son rôle là, c'est pas tellement d'être le leader en lui-même, mais d'être capable de cristalliser autour de lui une volonté européenne. Donc de faire preuve d'un peu de modestie, il serait plus efficace pour l'Europe et donc pour la France. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont hommage, responsabilité et réarmement. Jean-Louis Debré a consacré sa vie à une certaine idée de la France, l'hommage du président Macron à cet enfant de la Ve République, ancien président chiracien de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel. La congrégation des pères de Bétharram reconnaît sa responsabilité sur les violences physiques et sexuelles dans l'établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques qu'elle a longtemps dirigé. Soulagement nuancé des victimes, on va l'entendre. Et puis la Commission européenne présente un plan de réarmement à près de 800 milliards d'euros. Objectif, améliorer la défense du vieux continent et soutenir davantage l'Ukraine face au gel de l'aide américaine. Les vraies voix Sud Radio. Jean-Louis Debré était un amoureux de la République. Un amoureux d'une République qu'il voulait libre et laïque, qu'il voulait ardente, vibrante, vivante. Un amoureux de ces Mariannes auxquelles il était si attaché. C'est même lui qui créa à l'Assemblée notre salle des Mariannes. L'hommage de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à l'un de ses prédécesseurs, Jean-Louis Debré, mort la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Comme président de l'Assemblée puis du Conseil constitutionnel, il a mis en musique la Constitution rédigée par son père, le gaulliste Michel Debré. Grognard de la Chiraquie, le fils s'était fait à son tour un prénom, notamment au perchoir, par exemple, quand il avait pris la pause avec des montagnes d'amendements à l'époque pour dénoncer l'obstruction de la gauche sur la fusion GDF-Suez. 137 449 amendements déposés. Chaque député va recevoir cette masse de papier. C'est une volonté manifeste, éclatante, de bloquer le fonctionnement des institutions. Alors oui, après avoir joué un peu parfois les maîtres d'école, il devient le sage en chef président du Conseil constitutionnel. Ici par exemple face à Nicolas Sarkozy en mai 2007 dans la salle des fêtes de l'Élysée. Le Conseil constitutionnel vous a donc proclamé le 10 mai dernier élu président de la République. Parmi les nombreux hommages depuis ce matin, Bernadette Chirac salue un compagnon de toujours de son époux. Jean-Louis Debré a consacré sa vie à une certaine idée de la France, salue Emmanuel Macron dans un communiqué. Les députés ont observé 1 minute de silence tout à l'heure. Philippe Bilger, vous l'avez bien connu ? Je l'ai connu et évidemment dans une carrière très riche qui a été très largement évidemment favorisée par Jacques Chirac auquel il est demeuré tout le temps fidèle. Il y a un rôle qui a suscité, je dirais, une adhésion générale, c'est celui de président de l'Assemblée nationale. Loïc Guérin. Pas beaucoup mieux à dire, si ce n'est qu'effectivement, même au Conseil constitutionnel, je crois qu'il a laissé plutôt une image assez correcte, en tout cas peut-être moins problématique que les images à attendre.
Sur un mode plus mineur, moi j'ai eu la chance de voir relativement récemment sa dernière pièce, ou la pièce, peut-être l'unique pièce, qui s'appelle « Ces femmes qui ont réveillé la France », qui est tout à fait intéressante. Et j'ai eu cette occasion de bavarder longuement avec lui, et j'ai remarqué que c'était un homme qui, malgré les postes très importants qu'il avait tenus, était extrêmement agréable, extrêmement jovial, la plaisanterie au bout de la bouche en permanence. Et j'ai trouvé qu'il avait cette capacité à avoir exercé de très grandes responsabilités, et puis de me parler, moi, à hauteur d'homme, ce que j'ai trouvé très sympathique. En même temps, Vincent, vous n'êtes pas n'importe qui. Certes, mais je ne suis pas président, hélas, du Conseil constitutionnel. Ça va peut-être venir. C'est vrai qu'il y a un candidat qui a été choisi. En tout cas, moi je l'aimais beaucoup et je me souviens de cette émission qu'on avait sur Europe 1 avec Alessandra Sublet et Guy Carlier, effectivement, oui. Et avec Jean-Louis Debré, on s'est bien amusé à l'époque. En tout cas, merci beaucoup. Et dans l'affaire Naël, le parquet de Nanterre requiert un procès contre le policier autour du tir. Oui, un policier qui devrait donc être jugé pour meurtre aux assises. Pour rappel, la mort de Naël, 17 ans, avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes à travers la France en juin 2023. On va reparler de cette décision, ce renvoi aux assises, vers 18h15 dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On sera en ligne avec Éric Henry du syndicat de police Alliance. Deuxième mot, responsabilité, celle que reconnaît la congrégation des pères de Bétharram. Oui, la congrégation reconnaît sa responsabilité concernant les violences physiques et sexuelles dans l'établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques qu'elle a longtemps dirigé à Estelle Bétharram. Alors au-delà de ça, elle ouvre la porte à des gestes envers les victimes, des réparations, mais leur soulagement est nuancé comme on l'entend par exemple avec le porte-parole et lanceur d'alerte du scandale Alain Esquer, joint par Christine Bouillot pour Sud Radio. On voit bien que ce qui importe, c'est peut-être de distribuer comme ça à la volée des chèques pour s'exonérer de sa responsabilité. On n'a pas demandé effectivement pardon aux victimes. Certains en profiteraient pour peut-être tourner la page et de reconnaître que la congrégation, elle a vraiment compris. Or, elle est encore dans le mot compassion, accompagnement, et on n'est pas véritablement dans le pardon franc, sincère et définitif. Pour rappel, la congrégation des pères de Bétharram, ce sont des dizaines d'établissements dans le monde, 10 000 enfants scolarisés. L'enquête, donc, elle continue. La ligne ouverte au début du mois pour les victimes a déjà reçu une 50aine d'appels, dossiers signés. Christine Bouillot pour Sud Radio. Grosse affaire, Philippe. J'ai toujours beaucoup aimé le ton d'Alain Esquer. Il continue à dire les choses de manière critique, mais toujours respectueuse. J'aime bien cet homme que je ne connais pas par ailleurs. Le gain. Alors, je vais répondre à côté, mais le sujet précédent, juste pour préciser, sauf erreur de ma part, quand on parle des réquisitions du parquet, ça ne signifie pas nécessairement qu'il y aura un procès aux assises, sauf erreur de ma part, il y a encore le juge d'instruction qui doit se prononcer et accessoirement la défense entre les deux. Donc je le dis pour les gens qui écoutent, c'est pas parce que le parquet a décidé d'une chose ou suggère une chose, qui ne fait que suggérer, qu'il y aura nécessairement un procès aux assises. Juste une précision. Étrangement, le parquet n'est pas toujours suivi. C'est étonnant, mais ça rassure la défense. Vincent Desportes. Je trouve que c'est un sujet extrêmement douloureux, et moi je suis toujours... On parle de Bétharram. Je parle de Bétharram, je suis pas la technicité qui me permet de vous répondre, maître. Oui, je parle de Bétharram, je trouve que c'est extrêmement douloureux, et ayant été en charge, en position d'autorité, moi je suis toujours très choqué de voir quelqu'un en position d'autorité, et qui aurait dû avoir une posture morale, enfin, plusieurs personnes probablement, se conduire de manière complètement déplacés envers des gens dont ils sont responsables. Et le troisième mot, réarmement. La Commission européenne présente un plan pour accroître la défense des pays européens. Et oui, Bruxelles pressée par la nouvelle donne à Washington, alors que la nuit dernière, Donald Trump annonçait le gel des aides américaines à l'Ukraine. Face au rapprochement États-Unis-Russie au détriment de Kiev, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présente ce plan à quasiment 800 milliards pour l'Ukraine et plus généralement pour la défense européenne. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Le plan de réarmement de l'Europe devrait mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense, pour une Europe sûre et résiliente. Nous continuerons bien sûr à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'OTAN. C'est le moment pour l'Europe et nous sommes prêts à intensifier nos efforts. Cela aidera les États membres à regrouper la demande et à acheter ensemble.
Et bien sûr, avec cet équipement, les États membres peuvent augmenter massivement leur soutien à l'Ukraine. Ursula von der Leyen avec la traduction d'Amélie Béguin pour Sud Radio, la présidente de la Commission, selon qui, je cite, « L'Europe fait face à un danger clair et immédiat d'une ampleur qu'aucun d'entre nous n'a jamais connue dans sa vie d'adulte ». C'est ce qu'elle vient d'écrire dans une lettre adressée à chacun des dirigeants des 27 États membres. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette information. Donald Trump qui gèle l'aide à l'Ukraine après une altercation avec Zelensky. C'était la semaine dernière. Un tournant pro-Poutine. Alors, parlons vrai. Est-ce que Zelensky compte encore après la visite surréaliste à Washington vendredi dernier? Et à cette question, pose sur l'aide militaire à l'Ukraine, Trump donne-t-il la victoire à Poutine? Vous dites non désormais à 60%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et avec Philippe Bilger, avec Loïc Guérin et le général Vincent Desportes, on est ensemble. Et bien entendu avec Philippe David jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec un tour de table, c'est presque un gouvernement, j'ai envie de dire, autour de cette table. On a Philippe Bilger d'un côté, ancien magistrat et magistrat honoraire aujourd'hui. Voilà, donc ok, on a un peu de justice. On a aussi une autre partie de la justice avec Loïc Guérin, avocat pénaliste. Qui est malheureusement qu'une autorité chez nous. Pas un pouvoir. On aimerait bien que ça avance un peu. Et pour encadrer tout ça, on a le général Vincent Desportes qui est avec nous, ancien directeur de l'école de guerre. Donc je ne sais pas si on aura appris des choses avant que vous quittiez ce studio, mais en tout cas j'espère. Écoutez, je vais m'y efforcer. N'hésitez pas. Je vais m'y efforcer. Bien entendu. Et Philippe David qui est avec nous. Allez, soyez les bienvenus. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. En attendant tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous devriez remercier le président qui essaye de mettre fin à ce conflit. Vous n'avez pas les cartes là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas Donald Trump qui a annoncé formellement la suspension de cette aide militaire. C'est une source à la Maison-Blanche, mais cette information désormais est confirmée. Il va y avoir donc une pause dans les livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle va pas tarder à s'interroger sur la pertinence de poursuivre une guerre dans laquelle elle risque de se faire écraser ou d'accepter de plier sous le bras de fer que lui présente Trump et d'aller vers les négociations. Et donc la décision est tombée. Donald Trump gèle l'aide militaire à l'Ukraine 3 jours après cette altercation avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Dernier acte de son rapprochement avec la Russie. Alors parlons vrai. Est-ce que Trump pourrait revenir sur cette pause? Et à cette question, pause sur l'aide militaire à l'Ukraine, Trump donne-t-il la victoire à Poutine? Vous dites non à 60%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, quand on dit pause, ça veut dire qu'il y a négociation possible? Oui. Quelque part. Sûrement, mais comme j'ai des contradicteurs qui sont extrêmement compétents dans le domaine géopolitique et militaire, moi je vais me contenter, et très sérieusement, pour répondre à votre question, de dénoncer ce que j'appellerais le facteur moral. Tout de même dans la vie internationale, me semble-t-il, et pas seulement en raison de mon ignorance, on a le droit d'évoquer la violation d'une éthique, et je suis scandalisé par ce chantage extrême que Donald Trump impose à un président Zelensky qui n'est sans doute pas irréprochable, on entend ça partout maintenant, mais qui ne méritait pas un tel traitement. Ce que fait Donald Trump, appuyé par ce vice-président, je trouve que c'est une honte. Et je ne sais, heureusement, s'il s'agissait de réveiller l'Europe, heureusement elle se réveille. Loïc Guérin. J'avoue que je suis en rage depuis plusieurs jours. J'ai même du mal à essayer de synthétiser ma pensée tellement je suis en colère. Pour avoir connu et fréquenté les Américains, je ne les reconnais plus. La direction qu'ils ont choisi, pour laquelle ils ont choisi d'opter, va leur coûter très cher en interne et à l'externe. Pour l'instant, c'est un coup dur pour l'Europe, pour l'Ukraine évidemment, mais tout comme Philippe Bilger, je pense que c'est une chance qu'il va falloir qu'on saisisse. Maintenant, sur le comportement de cet individu-là, qui est à la tête d'un État, qui est quand même le premier président américain déjà condamné, c'est quand même pas mal, est à l'aune de son passé, est à l'aune de son passif. C'est rien d'autre que des méthodes d'escroc. C'est une version un peu aseptisée de Poutine. C'est je viens, je vous braque.
Et si je ne réussis pas, eh bien je vous brise. J'espère, contrairement au dernier intervenant qu'on entendait là en résumé ou en synthèse, qui n'était pas identifié, et dont j'aurais bien aimé d'ailleurs par curiosité avoir le nom, ne serait-ce que pour le retenir, le propos quelque peu défaitiste qui est « il la brisera, oui, ils perdront la guerre », c'est assez méprisant pour les Ukrainiens qui n'ont pas eu besoin des Américains pour résister aux Russes. Vincent Desportes. Moi, je suis évidemment outré par ce comportement, parce qu'effectivement, je pense que c'est un comportement qui est immoral, qui n'a évidemment pas sa place quand on est président de la plus grande, la nation la plus puissante du monde. Moi, j'estime que c'est tout simplement une trahison. Une trahison, d'abord des promesses de l'Amérique, tout simplement, vis-à-vis du monde. C'est une trahison de l'Amérique depuis qu'elle est née, de ses idéaux. Et puis c'est une trahison de l'Occident, et c'est une trahison de l'Ukraine. Donc c'est condamnable à tout point de vue. Alors, on me rétorquera, et on aurait raison, que si Kamala Harris avait été élue, il se serait passé à peu près la même chose. Mais ça ne se serait pas passé de la même manière. C'est-à-dire que ça aurait duré 1 an, 2 ans, et elle n'aurait pas mis l'Ukraine devant une situation qui est absolument ingérable. On voit bien que la position des États-Unis, c'est une position qui est déjà dans les tuyaux depuis très longtemps. Au moins, mais sûrement avant, depuis Obama. Pivot vers le Pacifique. Je suis le premier président du Pacifique. Le reset des relations entre les Américains et les Russes, initié par Obama, sans aucun succès d'ailleurs. Donc, il est clair. Moi, je l'écris depuis très 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 longtemps. Il y a un moment forcément où l'Amérique nous lâchera. Et là, elle nous lâche, mais elle nous lâche de la manière la plus ignominieuse. Et en particulier, moi, je lui en veux beaucoup parce que si aujourd'hui nous n'avons pas cette autonomie opérationnelle qui est indispensable, c'est bien une volonté américaine qui ont construit cette dépendance sciemment à partir de la fin de la guerre froide. Mais mon général, personne n'a mis un revolver sur la tempe des Européens pour qu'ils achètent tous des F-35 plutôt que des Rafales ou des Gripen. Vous avez raison, c'est pour ça qu'ils nous ont roulé sous toute la ligne. Ou des Tornados pour... et que les Européens, mais pas la France, heureusement, les Européens se sont dit, j'achète du F-35, je suis protégé. On voit bien où ils en sont. Alors ça a été très amusant de voir le Danemark, qui était le meilleur élève, toujours à genoux sous les jupes de l'Amérique, prendre le premier coup, dès que Trump a parlé, en disant on va vous prendre le Groenland. Et d'ailleurs, ils sont rapidement revenus chez nous, et madame la présidente ou la première ministre, je ne sais pas, du Danemark, est allée voir le président Macron pour lui demander de l'aider un peu. Mais si on revient sur ce sujet, moi je pense que c'est une déception extrêmement profonde, et que quoi qu'il arrive, l'Amérique le paiera à court terme. Qui a envie de l'Amérique aujourd'hui? À qui la statue de la liberté fait envie aujourd'hui? Eh bien, pas grand monde. Mais le problème, c'est que ça nous impacte aussi, nous, parce que quand même, jusqu'à hier ou avant-hier, nous faisions encore partie d'un seul monde qu'il faut défendre et qui s'appelle l'Occident. Philippe Bilger, je reviens sur cette intervention de ce journaliste dans le bureau Oval sur les costumes. L'aspect volontaire d'humilier finalement Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire que sur tous les points finalement, même sur sa façon de s'habiller. Mais vous avez raison. Est-ce que là, on sort pas d'un... Dieu sait, comment dire, on a rarement eu l'occasion dans la vie internationale, dans la vie diplomatique, d'éprouver ce que j'ai ressenti, et je pense que beaucoup l'ont perçu de la même manière que moi. On a dépassé l'hostilité politique, on est tombé dans un opprobre moral. On a vu cet être vaillant et totalement humilié, mais allant jusqu'au bout de l'argumentation face à un duo malfaisant. Alors, je suis très intéressé par ce qu'a dit le général, puisque là, je suis sérieux. C'est en réalité de savoir à partir de quel moment un changement de politique devient odieux et jusqu'à quel niveau on a le droit d'évoluer. C'est quelque chose que vous avez un peu abordé d'ailleurs, mon général. Oui, alors mais ce qui est très surprenant, c'est que ces 80 ans de politique internationale des États-Unis qui sont brisés en quelques jours. Et donc c'est un renversement de valeurs, un renversement des alliances. C'est pour ça qu'on est tous perdus. On nous a expliqué l'Amérique défend nos valeurs de démocratie, de liberté. L'Amérique, c'est l'égalité entre les hommes. Et puis tout d'un coup, on passe. C'est assez amusant. Un éditorial du Figaro ce matin parlait du bon, la brute et du truand. Le
film Sergio Leone et citer Sergio Leone qui dit dans le monde il y a 2 catégories d'êtres humains, il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Mais on est dans ce monde-là, qui nous choque profondément parce que nous, Européens, je ne veux pas dire occidentaux, nous sommes profondément humanistes. Nous respectons l'autre, c'est une valeur fondamentale de l'Europe. Et là, le respect de l'autre, l'humanité de l'autre a été bafouée. Loïc Guérin, alors pour votre info, c'est notre excellent réalisateur Maxime, dans le jingle qu'il a fait. Le dernier intervenant, c'est le général Jean-Claude Allard, qui est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale des stratégies. Je suis bien content qu'on ait un tout autre général ce soir près de nous. Voilà, je me contentais de ce commentaire. Mais c'est pas dans le micro, on l'entend pas. Il faut que je le passe un peu. Décidément, ce soir, c'est terrible. Non, un petit commentaire tout de même. Le pseudo-journaliste, parce que c'est un pseudo-journaliste qui est intervenu. Brian Glenn. Voilà, il faut quand même dire aux auditeurs qui ne sont pas nécessairement conscients de la chose que c'est rien d'autre que le petit ami d'une certaine Taylor Greene, une sénatrice américaine, qui est complotiste, qui est un soutien de Trump depuis toujours, qui est tellement perchée, parce que je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement, je crois qu'elle est platiste, enfin elle est dans toutes les thèses absurdes de la planète. Elle est allée féliciter jusque sur les réseaux sociaux. Non mais elle est complètement abrutie, enfin faut dire les choses très franchement, je pense que je lui confierais même pas les clés de ma voiture pour la garer. Donc elle est sénatrice américaine, c'est pour vous dire le niveau de responsabilité qu'il aurait donné. Cette personne-là est là en embuscade. Enfin, ça n'est pas personne, ça n'est pas un hasard. Je rejoins tout ce que vous aviez dit, Philippe Bégère, bien évidemment, mais c'est d'autant plus pour les gens qui s'interrogent sur les réseaux ou ailleurs sur le caractère spontané ou non. Ça plaide quand même assez fortement pour l'embuscade très télégraphiée, très télécommandée, puisque cette personne-là n'est rien d'autre, je le dis encore, que le petit ami de Taylor Greene, qui est très clairement le bas du fond du complotisme américain. Il est quand même courageux quand même. On peut dire ce qu'on veut sur Volodymyr Zelensky. Il est quand même assez courageux. Est-ce que vous me permettez de poser une question au général? Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Mon général, la comparaison va être vulgaire et sans doute très grossière. Vous voulez qu'on mette un carré blanc? Monsieur le procureur, ça m'étonnerait. Ça ne tombe pas dans ce qu'affectionne Philippe David, c'est beaucoup plus. Je vous en prie. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu la rançon de ses promesses, comme le général de Gaulle, d'une certaine manière, avait mal géré le sort des harkis en Algérie parce qu'il voulait à tout prix tenir la promesse qu'il avait faite de terminer la guerre d'Algérie dans les moins mauvaises conditions possibles? Est-ce que Trump n'a pas été ligoté par sa promesse de favoriser une paix dans les plus brefs délais et donc de sacrifier radicalement l'Ukraine au bénéfice du plan russe? Mais vous avez raison, et tout ça va dans le sens du complot. Normalement, ce genre de choses devant la télévision, on n'affiche pas ces désaccords, on trouve un propos commun, etc. Et là, au contraire, ça a été l'inverse. Et donc là, c'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. Oui. Et puis ils sont deux contre un. Alors moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, je parle anglais, mais je sais bien dans ce genre d'événement, quand vous n'êtes pas natif, c'est quand même très difficile. Et le pauvre, c'est pas votre langue maternelle, vous avez la pression, compliqué, etc. Vous avez la pression, vous avez la télé. Pour ce pauvre Zelensky, ça a dû être véritablement affreux. Si vous avez regardé, vous l'avez sûrement regardé, la vidéo de cette Mondiovision, là. C'était intéressant de voir ce que faisait Trump. Trump, on l'a vu, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas, il y avait un qui parlait, c'était Vance, lui il n'écoutait pas, il réagissait. Quand on lui dit, quand Zelensky lui parle de son ressentiment, il dit mais qui êtes-vous pour dire quel est mon sentiment? Et puis il repart dans sa tête de bulldog complètement fermée, et puis on lui parle de Biden et d'Obama. Là il explose, mais on voit bien qu'il n'a pas véritable raisonnement. À ce moment-là, il n'a pas de véritable raisonnement. Il réagit comme une bête par rapport à une proie. Il veut du buzz. Oui, exactement, il veut du buzz. Ouais. Le Guérin, et on part au 0826 300 300 très court. Oui, par-delà l'événement lui-même, ça s'inscrit quand même dans une logique d'ensemble à la fois de Trump et de son administration, parce que le vice-président est dans le même acabit. Il y a plusieurs ministres qui s'étaient très clairement inscrits dans du pro-russe, à telle enseigne que certains ont bénéficié de subsides de manière assez nette. Donc on peut, sans être complotiste pour le coup, lancer l'hypothèse selon laquelle ce sont des gens qui sont rien d'autre que des gens au payroll russe, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour des subsides ou des avantages ou des approches. Trump vient d'éliminer une partie de l'administration, vous l'avez lu probablement ce matin, qui lutte contre les cyberattaques russes. Là, ça s'inscrit plus dans le règlement d'un conflit ukrainien rapide. C'est une volonté délibérée de se rapprocher de la Russie. Allez, le 0826 300 300, Hervé qui est avec nous. Hervé ? Oui.
écoutez, moi je suis sceptique sur tout ce que j'entends là. Ah. Oui, je suis sceptique parce que vous n'êtes pas sur le terrain et moi j'ai lu que les Russes avançaient péniblement, ils ont fait 200 km pour prendre 20% du territoire, donc c'est pas énorme. Donc moi j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, qu'on fait un sort malheureux à Trump, qui n'est pas trop excusable sur la forme, je suis d'accord avec vos intervenants, mais franchement, je pense que vous faites plus de la morale que de la politique pour le moment. Et donc, je trouve que Zelensky est assez irresponsable parce que, en fait, ceux qui le soutenaient, c'est quand même les dollars américains et puis les armes américaines. Donc, d'autre part, les Européens n'ont absolument pas la capacité d'intervenir tout de suite. Alors, vrai sujet. Ça, c'est quand même une question qui se pose. L'armée russe, finalement, en 3 ans de guerre et 15 jours, elle n'a pas avancé tant que ça en Ukraine. Elle a des très lourdes pertes ou pas? Eh bien, c'est pour ça que le président Trump n'aurait pas dû être aussi méprisant vis-à-vis des Ukrainiens. Parce que ces gens-là, d'ailleurs, quand Zelensky a dit à Vance, venez voir, il dit non, moi je vais à la télé, ça suffit. Bon, ces gens-là se battent. Quel est le grand différentiel entre les Russes et les Ukrainiens? C'est un différentiel d'armement qui va du côté russe, mais un différentiel de conviction. Ils se battent pour l'existence, de l'Ukraine. Alors oui, l'armée russe est évidemment abîmée. Le problème de l'armée russe, c'est qu'elle est presque en montée en puissance. Entre 2022 et 2024, la production d'armement russe a augmenté de 222%. Ça veut dire d'ailleurs que s'il y a une trêve, elle va davantage profiter factuellement aux Russes qu'aux Ukrainiens. Allez, les 0826 300 300, Laurent qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je vous appelle parce que je me sens un petit peu seul dans ma pensée par rapport à tout ce que vous dites. Dans un premier temps, nous, en tant que Français, je ne sais pas pourquoi tout le monde parle en tant qu'Européens. On a oublié d'où on venait, en fait. On a oublié qui est-ce qui s'est battu pour nous. Moi, je suis pas forcément petit-fils de résistants, mais je sais que mes grands-parents ont vécu, et mes arrière-grands-parents, ils ont vécu des temps très difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment on oublie aussi rapidement le fait d'être français? En 10 ans, on a perdu ça, en fait. Mais d'un autre côté, ce que je trouve très étrange, c'est qu'on pousse les autres à être plus ukrainiens que les plus enfin, il y a comment on appelle un antagonisme entre ce qu'on veut pour les autres et ce qu'on veut pour nous, que je trouve complètement fou. Et ensuite, et je ne sais pas si j'ai été très compréhensible, et d'un autre côté, Allez-y, finissez Laurent, finissez. Et d'un autre côté, ce qui m'ennuie aussi, c'est que au niveau européen, on a Ursula von der Leyen qui veut faire un grand prêt, un grand crédit. Elle va sortir 800 milliards d'euros pour faire la guerre ou pour s'armer, pour se préparer, mais elle va prendre d'où cet argent? Depuis quand l'Union européenne fait de l'argent? Qui est-ce qui va payer? Et dernièrement, si elle fait cela, nous, en tant que pays français, on devra être encore plus sous l'égide européenne. Alors, vu ce qu'on va perdre notre souveraineté jusqu'au bout, en fait, on n'aura plus rien. Alors, vu ce qu'on a vu sur les 800 milliards, une partie va être prise sur ce qui restait, qui n'avait pas été dépensé du Covid, et il y aura un taux de 1,5% par rapport au PIB de dépenses militaires qui n'entreront pas dans les 3%, les fameux 3% de Maastricht. Mais comme la France est à plus de 5%, elle ne peut rien faire financièrement, là c'est clair. Alors, juste pour rassurer notre auditeur, autant que je le comprenne, mais je parle évidemment sous le contrôle de notre général. L'argent européen ne veut pas dire qu'on crée une armée européenne qui prive la France de sa souveraineté. Ça permet au niveau européen, qui a quand même plus de force de frappe sur le plan économique, de débloquer des fonds qui vont permettre à chacun des États de, souverainement, de lancer son industrie, relancer la protection de nos frontières, il faut quand même en avoir conscience, depuis 20 ans ou 30 ans... Vous n'avez pas peur qu'ils achètent tous massivement américains? Non, cette fois non.
Vous êtes sûr? Sûr, personne n'a de boule de cristal. C'est enregistré, ça, attention. Hein. Mais moi, je suis pas prêt à parier tant que ça. Bon, on verra. Mais je crois que les Danois et les Allemands ont déjà compris. On en reparlera tout à l'heure avec les Allemands, mais on verra. En tout cas, je l'espère fortement, évidemment. Quoi qu'il en soit, c'est les nations qui, elles, vont bien évidemment se rééquiper. Il n'est pas question de souveraineté abandonnée ici. Chaque pays va se rééquiper. Ça fait quand même 20-30 ans qu'on se déséquipe. Donc on se prive soi-même de notre sécurité. Et après, on pleure sur la souveraineté. La souveraineté, c'est l'armement, c'est la protection de ses frontières et la crédibilité internationale. Et c'est la France, monsieur. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, votre témoignage. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. On garde Hervé. Hervé, vous êtes avec nous? Oui, toujours. Oui. Hervé, vous savez que dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Ça équivaut à un stage commando en dureté. Un général des ports ne dira pas le contraire après avoir fait son premier. Hein. Je verrai si je donne la médaille. Qu'est-ce que vous dites, Hervé? Pardon, vous avez... Non, mais moi j'en ai fait un vrai stage commando, je vous le signale. C'est rien. Alors écoutez bien, c'est rien. À Belfort. Près de chez moi. Bien. Dans les Bauges. Oui, non, mais cherchez pas des amitiés avec Hervé, vous. C'est pas possible. Mais de toute façon, je suis Fanny. Moi, je suis absolument hors course. Il est contre vous, de toute façon. Moi, je l'ai fait comme spectateur dans Les 12 salopards. Ouais. Je regarde la boule de Guy passer dans la... Et méfiez-vous, on a les noms des 12 salopards. Allez, c'est dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec autour de cette table, excusez-moi, Philippe Bilger qui est heureux comme un petit pinson. Je ne l'ai pas encore appelé Vincent, mais ça ne saurait tarder. Dans le jeu, je vais tout m'accorder. J'ai complètement changé de registre moral. Loïc Guérin qui est avec nous et Vince, je vais l'appeler Vince, la fille qui part complètement en sucette. Vincent Desportes qui est avec nous, ancien directeur de l'école de guerre. On passera encore 2-3 émissions. Vous assurez, on se tapera dans le dos. Allez, Hervé, vous êtes avec nous? Exactement, je suis avec vous. Oui. Et c'est vous qui lancez le jingle. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Vous êtes trop lent, Hervé. Recommencez, lancez le jingle. Allez-y. Non, mais je viens du stage commando, c'est bon. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Lancez le jingle. Rien, on va garder comme ça. On reviendra la prochaine fois avec le lancement du jingle. Vous avez la même Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, le quiz de l'actu avec vous, Hervé. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit? 3 points. À l'Assemblée, on s'occupe des JO et on laisse les Jeux paralympiques au Sénat. Alors, c'est un homme politique dont on a parlé en début d'émission. Jean-Louis Debré, non? Bonne réponse. Prix de l'humour politique en 2005. C'est la phrase qui avait gagné le prix de l'humour politique en 2005. Qui c'est qui l'a dit, Hervé? Ce qui est en train d'être discuté entre Trump et Poutine, c'est l'organisation de la défense de l'Europe. Allez-y, les vraies voix. C'est un eurodéputé. Bellamy? Non. Bonne réponse, Raphaël Glucksmann. Vous avez 3 points. J'ai donc triplé mes scores habituels. Ouais, c'est ça. Hervé, écoutez, c'est peut-être pour vous celle-là, ou pour Philippe, ou pour voilà. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Je deviens l'obsession du Rassemblement national. C'est pour moi. Hervé. C'est pour moi. Je vois pas là. Retailleau. Bonne réponse de Philippe Bilger qui a posé des droits d'auteur sur Retailleau, Marlette, Ceciotti depuis des lustres. Moi, je veux pas de problème avec l'armée française, mais je ne sais pas où est le général, parce que pas de son, pas d'image, il a disparu. Général, vous êtes là? J'arbitre. Qui c'est qui l'a dit, Hervé? L'Amérique du président Trump n'est plus notre allié. Comment il s'appelle? Le premier secrétaire. Non, c'est pas le premier secrétaire. Il est socialiste, mais c'est pas le premier secrétaire. Hollande. Non, c'est pas le premier secrétaire. C'est le président du groupe parlementaire. Il y avait une femme qui était ministre de l'Éducation nationale. Facile. Enfin, mais c'était Boris Vallaud. Oui, bien sûr. Il n'est pas très connu, il ne faut pas y exagérer. Pas très connu, on l'aime beaucoup. En fait, je perds un peu mes moyens à cause du général, j'aurai une excuse. Je me méfierais de ce type de déclaration, en général.
Qui c'est qui, si c'est pas ça une déclaration de guerre, qui c'est qui l'a dit à 3 points? La décision américaine est une trahison. Philippe, Gérard Philippe. Non, Édouard Philippe. Oui, Gérard Philippe. Ça compte quand même. Eh bien, écoutez, oui. Ah non. Non. Non, mais il a dit Philippe, Édouard Philippe. Gérard Philippe, après Édouard Philippe. Oui, mais est-ce que. Il est mort. Ah oui, mais justement. Bon, je demande votre pardon, monsieur le procureur. Vous bénéficiez d'une indulgence d'origine. Le parquet n'est pas toujours flexible. Hein. Mon Dieu. C'est à qui? C'est à vous, Cécile. Non, c'est moi. Ah non, allez, moi. Qui c'est qui l'a dit? Il est plus facile de fermer une chaîne de TV que de se battre pour faire revenir Boualem Sansal. Hervé. Zemmour? Non. Non. Parti juste à côté. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui a percuté au quart de tour. Là. Ah ouais, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit 3 points? Le vrai danger, c'est la Chine et pas la Russie. Hervé. Oui, j'ai entendu. Je vois pas. C'était ce matin sur Sud Radio. Oui. Avec Jean-Jacques Bourdin. C'est certainement pas Mélenchon. Chef de parti, candidat à la présidentielle. Allez, le nom de famille. Dupont. Dupont. Voilà. Non, ce qui est toléré de la part du général, j'y ai droit. Allez, la dernière. Qui c'est qui l'a dit 3 points? Comment peut-on penser qu'on combat le RN en mettant un bulletin LFI dans l'urne? Hervé. Ce serait pas Aurore Berger. Bonne réponse de Philippe Bilger. Exactement. Philippe Bilger, on vous attend pour un contrôle antidopage. Parce que là, 12 points. Qu'est-ce que vous avez pris? Ça tombe bien, j'ai pas bu à midi. Ah bah c'est bizarre alors. Ah bah écoutez, alors c'est très simple. Philippe Bilger, premier, 12 points. Et ensuite, tout le monde était à égalité. Eh bah bravo. Général Desportes, 3 points. Loïc Guérin, 3 points. Hervé, 3 points. Pas de Hervé, jaloux. bravo, merci. Bravo Hervé. Non, c'était pas extraordinaire. Moi, Mais c'est bien. Attendez, c'est bien. C'est pas facile en plus quand on est au téléphone. Non, mais c'est pas ça, c'est que je voyais pas sur le moment. Bah, vous croyez qu'ils voyaient grand-chose, eux c'est pas mieux, hein. C'est lamentable, faut le reconnaître. Non, c'est bien, 3 points. Vous nous avez laissé gagner, Hervé. Mais 3 points, quand on n'est pas ici, c'est eux qui sont lamentables. Je vous le dis tout de suite. C'est scandaleux, alors qu'ils ont les réponses sous les yeux. Surtout du côté de Philippe David. Non, moi je suis totalement intègre. Bien sûr. Mais alors, je peux vous faire oui, vous avez enlevé les fiches. Je peux vous faire une confidence. Hervé. Pour la première citation que j'ai hésité, Jean-Louis Debré a fait une très drôle aussi. C'est « Je n'imagine pas un instant cette île séparée du continent ». Et il parlait de la Corse. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous, Hervé. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal et après la météo avec Rémi André. Et puis le coup de gueule de Philippe David. I will shout about America. Voilà, c'est ça. Et en français dans le texte. Là, ça fait du teasing. Vous avez 2 heures. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et si vous avez raté le début, vous avez certainement raté les bons mots de Philippe Bilger, ceux de Loïc Guérin ou de Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, et celui de Philippe David. Vous n'allez pas le rater parce que c'est dans un instant. Philippe David. Je ne supporte pas quand un haut responsable étranger fait passer mon pays par pertes et profits. Ça m'insupporte. Très bien. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur et on les écoute au 0826 300 300. Oui, bonjour. Je suis Myriam de la ville d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Personnellement, je travaille depuis l'âge de 17 ans. J'arrive à l'âge de 60 ans et j'ai l'impression, quand je fais une rétrospective, d'avoir absolument rien vécu. J'ai travaillé pour payer des impôts. J'ai payé des impôts qui m'ont permis de travailler et du coup, j'ai travaillé pour payer les impôts en plus que je devais payer parce que j'avais travaillé, ainsi de suite. Pourquoi obliger les gens à travailler jusqu'à limite leur mort? Je suis pas d'accord. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Myriam a été obligée de vivre de cette manière entre les impôts et le travail, je comprends qu'elle soit triste. Heureusement, ça n'est pas la destinée de tout le monde. Loïc Guérin.
Alors, on n'est pas le pays qui taxe le moins, on est même peut-être celui qui taxe le plus. Oui, je vais avoir du mal à aller contre l'opinion exprimée ou la prestation exprimée. De là après, on a aussi, de moins en moins il est vrai, mais un certain nombre d'avantages dont on ne se rend pas toujours compte, même si une fois encore ils diminuent. Les services publics, soit de plus en plus défaillants malheureusement, existent encore en France, ce qui n'est pas le cas partout. On peut aller dans un hôpital ne rien payer, ce qui est assez exceptionnel dans le monde. C'est vrai. Vincent Desportes. Moi, j'ai la chance de voyager beaucoup dans le monde, et plus vous voyagez dans le monde, plus vous vous rendez compte que les conditions de la France et des Français sont parfaitement exceptionnelles, et que ce n'est pas un acquis, et que on ne peut offrir ça aux Français qu'à partir du moment où les gens travaillent, il y a de la valeur qui est créée. On a le sentiment, comme la sécurité dont on va reparler, la sécurité internationale, on pense que c'est une donnée. Ça ne l'est pas. Et tout ça, ça se mérite par le travail. Je crois qu'il ne faut pas oublier. Et ça se construit. Allez, dans un instant, cher Philippe David, vous êtes dans les starting blocks, je crois. Dans les starting blocks, oui. J'aime pas quand on parle mal de mon pays. Oui, et vous avez pris un café numéro 10, c'est pour vous dire... Non, j'en ai pris 4. Ah, bah. D'accord. On monte d'un tour. J'étais aussi nerveux que Bilger dans le qui c'est qui l'a dit. Il répondait... Comment nerveux? Non, mais vous répondiez à la vitesse de la lumière. Réactif. Il est vrai qu'il a eu plus de points lui tout seul que tout le monde cumulé. C'est vrai. Mais vous savez, mon cher Loïc, ça s'appelle le mérite. Bien sûr, mais je n'ai pas critiqué, au contraire, je suis admiratif. Si, j'ai vu votre œil un peu jaloux. Frustré, peut-être. Ouais. C'est tout à fait autre chose. Allez, petite pause rapide et tout de suite le coup de gueule de Philippe David dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un plaisir de vous accueillir tous les jours entre 17h et 19h, toujours avec Philippe David, bien entendu. Autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu aussi. Le pilier de cette émission, Vincent Desportes est avec nous, général. Merci de nous avoir rejoints. Et puis Loïc Guérin. Mais en attendant, c'est Philippe David et son coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Washington DC, capitale des États-Unis d'Amérique. Pourquoi Washington DC? Parce que les propos tenus hier soir sur Fox News par le vice-président américain J.D. Vance m'ont semblé pour le moins scandaleux. On écoute ceci. The very best security guarantee is to give Americans economic upside in the future of Ukraine. That is a way better security guarantee than 20,000 troops from some random country that hasn't fought a war in 30 or 40 years. La meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine est de donner des avantages économiques aux Américains. C'est une bien meilleure garantie que 20 000 soldats venant de nulle part qui n'ont plus fait la guerre depuis 30 ou 40 ans. Un extrait d'une vidéo vue plus de 12 millions de fois après le retweet du journaliste italien Antonello Guerrera, correspondant à Londres du journal La Repubblica. Et je dois dire que, en tant que Français, ces propos m'ont outré. Comment ne pas penser aux 58 paras du Drakkar, tués le même jour que 241 marines américains, l'arme au sein de laquelle a servi J.D. Vance il y a eu 41 ans le 23 octobre dernier. Comment ne pas penser aux familles des 90 morts et aux plus de 700 blessés français qui sont partis soutenir les troupes françaises américaines en Afghanistan lorsqu'après le 11 septembre, les USA avaient activé l'article 5 de la charte de l'OTAN. Comment ne pas penser aux familles des 58 soldats français morts au Sahel où nous avons fait la guerre seuls ou presque face à l'ennemi commun djihadiste et à tous les blessés. Des propos condamnés par le secrétaire à la défense du shadow cabinet britannique James Caltridge qui a affirmé qu'il était, je cite, profondément irrespectueux de la part de Vance d'ignorer le service et le sacrifice des Britanniques ces dernières décennies. Devant le tollé, J.D. Vance a tweeté « C'est ridiculement malhonnête, je ne parle pas du Royaume-Uni ou de la France dans la vidéo, les deux pays ayant combattu bravement aux côtés des USA les 20 dernières années et même au-delà. Mais de qui parlait-il alors si ce n'est des deux principales puissances militaires à l'ouest du vieux continent qui, contrairement à 2003, font ensemble partie de la vieille Europe, comme disait Donald Rumsfeld, c'est-à-dire passer la lignée bêtement sur les USA. Et dire qu'il aura fallu attendre 121 ans après la signature de l'entente cordiale pour que Français et Britanniques se retrouvent si proches vis-à-vis des USA. On voit bien le vice d'un certain parler libre qui devient un parler délirant. C'est-à-dire à chaque fois, il se laisse emporter par une espèce d'extrémisme de la pensée, si j'ose dire, et du verbe, et après, ils sont obligés de revenir en arrière. J'espère qu'il le fera aussi sur le plan des actes. Aucun espoir sur l'administration américaine telle qu'elle est. En 4 semaines, ils ont déjà plus détruit que
que 20 ou 40 ans de dictature, enfin 20 ans en l'occurrence, du côté russe. Donc j'ai aucun espoir. Le niveau intellectuel est quand même à ras des pâquerettes, faut être honnête. Sur les individus qui sont relativement incultes, je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils sachent, comme beaucoup d'Américains malheureusement, placer même l'Europe ou les pays européens sur une carte si on leur donnait. Donc, et encore moins la France. Espérer de lui qu'il se souvienne que la France a contribué et que c'est une armée qui est autrement plus expérimentée d'ailleurs dans l'absolu, dans son histoire, que l'armée américaine. Mais bon, c'est le résultat d'une certaine Amérique, malheureusement. Pourtant, il n'est pas inculte. Vincent Desportes. On peut quand même se poser la question. C'est un monstre d'inculture de dire quelque chose comme ça. Et c'est ce qui me fait peur. Parce que, en gros, comme vous l'avez dit, les dirigeants de la plus grande puissance au monde, de la deuxième puissance nucléaire au monde, sont profondément incultes. Quelle est la compréhension globale de la géopolitique du président Trump et de ses acolytes? Je me pose véritablement la question. Et c'est bien lui qui pourrait avoir la responsabilité de tirer éventuellement sur le bouton rouge. Donc c'est tout à fait effrayant. Et on voit bien que ces gens-là parlent d'instinct. Et quand on est à ce niveau de responsabilité, on aimerait bien que la rationalité l'emporte un peu sur l'émotion et l'instinct. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et dans l'affaire Nahel, le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre contre le policier qui a tiré. Oui, la mort de cet adolescent de 17 ans en juin 2023 avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Souvenez-vous, des images avaient montré à l'époque un tir à bout portant suite à une course-poursuite dangereuse, mais à un moment où la voiture conduite par l'adolescent était à l'arrêt. Le réquisitoire définitif estime qu'au moment précis des faits, la voiture conduite par Nahel était bloquée dans le flot de circulation et que même si l'adolescent tentait de redémarrer, il n'apparaît pas, je cite, qu'il ait représenté un danger immédiat pour les policiers. Le parquet qualifie donc ce tir à bout portant de prise de risque inconsidérée. Selon le document que s'est procuré l'AFP, on peut lire aussi: en réalité, selon toute vraisemblance, le déclenchement du tir s'explique essentiellement par l'état de tension extrême dans lequel la scène a eu lieu, mais précisément en sa qualité de fonctionnaire de police expérimenté, le policier aurait dû conserver son sang-froid. Voilà ce qu'on peut lire dans le réquisitoire. Précisons qu'en revanche, le parquet ne réclame pas de procès pour complicité contre un deuxième policier, comme ça avait été envisagé. En tout cas, le syndicat de police Alliance appelle à des manifestations demain à 12h30 pour protester contre ces réquisitions. Nous sommes donc en ligne avec Éric Henry, délégué national de ce syndicat de police Alliance, pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Éric Henry, qu'est-ce qui vous choque dans cette décision du parquet? Ce qui nous choque clairement, c'est la qualification de meurtre. Ça veut dire que notre collègue aurait eu la volonté de tuer le jeune Nahel, c'est-à-dire il aurait eu cette intention coupable, cette volonté délibérée d'ôter la vie au jeune Nahel. C'est ça pour nous qui est inacceptable. Un policier ne se lève pas le matin avec l'intention de tuer. Un policier se lève chaque matin pour faire son métier, celui de protéger la société, de lutter contre la criminalité et la délinquance. S'il doit faire usage de son arme, comme ça a été le cas, c'est parce que, en une fraction de seconde, il a vu que sa vie était en danger et qu'il n'avait pas d'autre moyen que d'utiliser son arme létale. Vous seriez donc attendu, par exemple, à ce que le parquet, s'il réclamait un procès, le fasse pour homicide involontaire. C'est ça, si je vous comprends bien? Coups et blessures, coup mortel ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà. Ça fait violence volontaire. C'est ce qui vient d'être dit. Violence volontaire avec arme et occasionner la mort sans intention de la donner. C'est ça. C'est un crime aussi. Qui pour nous, qui est un crime, mais sans l'élément moral, sans l'intention coupable qui prévaut dans le cadre des réquisitions du parquet. Et c'est tout de même extravagant, si vous le permettez, de plaquer sur une réalité, je dirais, brûlante dans tous les sens du terme, qu'a vécu un fonctionnaire de police, une analyse juridique totalement abstraite qui laisse penser qu'en permanence, il est facile de réagir, par exemple de tirer sur un capot ou sur des pneus. Tout ça, on oppose à une réalité douloureuse et difficile, une abstraction juridique qui n'a aucun sens. Surtout, faut quand même dire aux gens que tirer dans les pneus ne sert à rien en fait, ça n'arrêtera jamais une voiture. Le Guérin. Alors moi je ne serais pas nécessairement en accord avec ce qui vient d'être dit, sans surprise. La qualification ne me choque pas plus que ça. Je rappelle, alors deux choses qui me choquent en revanche. Un,
il y a plutôt une précision, comme je disais tout à l'heure, ce sont des réquisitions définitives. Donc déjà, il y a le travail de la défense, le travail des parties civiles, et ensuite du magistrat instructeur, dans la sérénité, je l'espère, de décider si oui ou non il penche dans un sens ou dans l'autre. C'est donc la position du parquet exclusivement. Petit rappel utile quand même. Deuxièmement, ce qui me choque, moi, en tant qu'avocat, et ce qui devrait choquer d'ailleurs les citoyens, c'est qu'on vient ici débattre d'un réquisitoire définitif qui, et pour en avoir fait l'expérience en implorant le parquet de le communiquer dans d'autres procédures parfois, est couvert par le secret de l'instruction. C'est pas pour rien, c'est un délit d'ailleurs, ça s'appelle du recel du secret de l'instruction. Donc toute personne qui en fait usage, donc certains devraient faire très attention avec l'usage qu'ils en font, il n'a pas vocation à être communiqué en dehors du débat à huis clos avec le juge d'instruction. Donc je suis très très gêné. Et peut-être que là, pour le coup, je vous rejoindrai, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, probablement, qu'il est ainsi fuité dans son intégralité. C'est quand même assez exceptionnel. Que le parquet communique, l'article 11 de mémoire le lui permet, s'il pense que ça calme l'ordre public, que c'est nécessaire à l'ordre public. J'apprécie assez peu, d'ailleurs, quand il communique comme ça, parce que le juge, lui, du siège, ne peut pas le faire. Mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui me choque, et qui devrait, je pense, choquer le citoyen. Général Desportes, un mot ? Non, pas de mots. Je suis incompétent en droit et donc je n'en parle pas. Merci beaucoup, en tout cas, Éric Henry, d'avoir été avec nous, un délégué national du syndicat de police Alliance. Vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe. J'ai parlé d'Aurore Berger. Très bien. Général, vous parlez de quoi dans un instant ? Alors, je parle de service national. Et avec vous, Loïc Guérin ? Parapluie nucléaire. Très bien, merci beaucoup Félix Mathieu. Et on fait une petite pause, on en reviendra dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger qui est en train de compter fleurette sur Tinder. Je suis dans l'émission. Non, vous n'êtes pas dans l'émission, Philippe Bilger. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il se prépare pour le prochain. Excusez-moi. C'est où vous commandez une pizza parce que vous avez faim. Je suis dans l'émission, la preuve. Ou vous êtes sur Tinder, il a raison. Ou alors vous commandez un taxi pour partir avant. Excusez-moi, Pamela Boum Boum, elle n'est pas dans l'émission. Pamela Boum Boum, ce qu'il y avait sur votre écran, elle n'est pas dans l'émission. Non, mais l'émission, LES, plus moins mission. Voilà, c'est ça. La preuve. Vincent Guérin, qui est avocat de... Pourquoi Vincent Guérin. Loïc Guérin, j'ai pensé au footballeur. Moi, ça me va très bien, Vincent Guérin, que j'adorais d'ailleurs. Qui était exceptionnel. Loïc Guérin, exceptionnel, avec bravo, quel paire de récupérateurs. Mais un bel homme en plus, humainement très sympa. Qui n'a même pas pris la défense de Philippe Bilger, alors il est avocat pédaliste. Tu vois à quel point il est indéfendable. Et il donne des leçons de concentration. Alors, Vincent Guérin. On va donner une leçon de procédure. La défense parle en dernier. Et le général Desportes, combien de jours de trou pour ça Moi, je dirais 15 jours d'arrêt ferme. 15 jours d'arrêt ferme. Direction le mitard. Allez, soyez les bienvenus. Tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. De l'actualité. Ils sont complètement absurdes, ces jingles, mais on les aime. Philippe Bilger, vous vouliez, en tout cas, parler de Aurore Berger. Absolument, parce qu'Aurore Berger a de la mémoire et elle a une espèce d'hostilité rétrospective à l'égard de quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et dont je continue à louer le talent, mais qui politiquement est un peu en déclin. Gabriel Attal. Et Aurore Berger dénonce une république de l'infantilisation. Et lorsqu'elle évoque cette république de l'infantilisation, elle met en cause les désistements systématiques qui ont été faits face au RN lors des législatives et elle pointe évidemment la responsabilité de Gabriel Attal qui a préféré faire voter LFI plutôt que s'abstenir ou éventuellement même, face à LFI, faire voter Rassemblement National. Et je trouve qu'elle a totalement raison pour dénoncer, même avec retard, un front républicain qui a été grotesque. Loïc Guérin, et pas Vincent, ce coup-là. C'est plus exact, mais c'est dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Jolie carrière. Non, mais je suis évidemment plutôt en accord, et je trouve effectivement que c'est courageux, un peu en retard, là aussi je suis tout à fait d'accord. Je crois que le sens du front républicain commence à être un peu perdu. Enfin, le comportement, ils sont une fois encore prendre de posture
politique, puisque je suis assez agnostique en la matière. Le comportement, en tout cas, des députés LFI n'a pas franchement honoré les députés en question. Ils n'ont pas franchement œuvré de manière républicaine, tant dans leur comportement entre eux que dans leur positionnement politique. Donc, c'est vrai que c'est un peu absurde, on est un peu chez les fous que de se dire on a fait un front contre un parti pour en favoriser finalement un autre qui se comporte au minimum pas mieux, si ce n'est peut-être pire au Parlement. Donc effectivement c'est un peu absurde. Vincent Desportes. Et je trouve que ça remet en cause complètement cette idée de front républicain à géométrie variable. Et il est probable qu'on aura à l'avenir à nouveau la nécessité de recréer un ensemble du centre pour s'opposer aux extrêmes droites ou aux extrêmes gauches. Mais les dernières élections législatives ont dévalorisé en quelque sorte ce front républicain. Voilà, je trouve ça dommage parce que je crois que c'est une notion qui en elle-même est utile. Loïc Guérin, l'extension du parapluie nucléaire franco-britannique. Alors je suis évidemment pas dans mon domaine pour le coup de spécialité, donc on aura un invité qui pourra me démentir ou me préciser ou revenir dessus très utilement. On a tous assisté au débat qui a encore lieu d'ailleurs en ce moment. Le retrait américain provoque un vide en termes de sécurité en Europe et donc un questionnement sur notre positionnement et le positionnement de la France en particulier. Et pour la première fois, parce que sauf erreur de ma part, c'est la première fois, un bientôt chancelier allemand a tendu la main aux Anglais et aux Français pour leur demander de se substituer aux Américains, sachant que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est important quand même de garder ça en tête, les Allemands en général ont quand même une approche très atlantiste, en tout cas en matière de sécurité, préfèrent s'équiper parfois quand ils n'ont pas eux-mêmes leur équipement américain ou en tout cas avoir la protection américaine. En tout cas jamais français. Et alors ils évitent. Il y a une concurrence et Rheinmetall aime bien manger nos sociétés. Mais, et pour les avions, ils aiment bien pomper ce que fait Dassault. C'est comme ça. C'est à nous de le savoir et à nous de faire en sorte de ne pas être naïfs, je pense. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois sur le plan géostratégique, on a un nouveau rôle à jouer. Il y a des batailles politiques, on a bien compris. Les partis, chacun tire un peu la corde pour essayer de dévaloriser le positionnement éventuel du chef de l'État. Ce qui me semble en tout cas ressortir clairement, c'est qu'il n'est pas question, pour qu'on comprenne, que l'on laisse l'usage de l'arme nucléaire à d'autres que la France. La souveraineté semble pas du tout être mise en cause ici. La question est de savoir si les intérêts fondamentaux de la nation incluent ou non la protection de nos alliés. Pour mémoire, là aussi, pour éviter les débats un peu idiots et court-termistes, Jacques Chirac lui-même, renouvelé d'ailleurs depuis par d'autres chefs d'État par la suite, avait d'ores et déjà inclus la défense de nos alliés dans l'usage potentiel de l'arme nucléaire, qui peut être à la fois stratégique ou tactique. Donc il n'y a rien de nouveau en réalité là-dedans, si ce n'est qu'on vient se substituer, ou viendrait se substituer en partie, peut-être en totalité, à la protection américaine qui est à l'évidence plus tellement fiable. Vous partagez donc, pardon. Allez-y. Vous partagez donc l'avis du chef de l'État qualifiant Marine Le Pen d'amateur. Avec son idée qu'il fallait qu'on garde notre bouton comme si on n'avait pas le droit de le partager. Alors moi je me méfie beaucoup lorsqu'il s'agit de défense de la souveraineté nationale et que Marine Le Pen prend la parole, parce que j'ai quand même le sentiment que ses prises de position sont systématiquement favorables au Grand Est. Donc je me méfie un petit peu de ses prises de position sur ce terrain, mais indépendamment de ça, c'est vrai, c'est lui qui... Général Desportes, déjà il y a un petit problème, c'est que le parapluie britannique, il est sous système de double clé avec les États-Unis, donc... Oui, naturellement. C'est pour ça que le système français est tout à fait intéressant. Alors, je crois qu'il y a un long terme et il y a un court terme. Le long terme, c'est que si finalement on arrive à avoir une autonomie stratégique de défense pour l'Europe, il faudra bien se poser fondamentalement la question de bouclier nucléaire, parce qu'on ne peut pas être à côté d'ensemble de nations comme les États-Unis, la Chine, la Russie qui ont une dissuasion nucléaire et une Europe qui n'en aurait pas. Donc il faudra bien à long terme trouver une solution. Bon, à court terme, la question se pose parce que les Américains, on l'a compris, De Gaulle l'avait compris quand il est arrivé aux affaires, que jamais les Américains ne sacrifieraient New York, San Francisco ou Washington pour Bonn ou Londres ou Paris. Et donc ce bouclier-là, en fait, n'est pas fiable. Et aujourd'hui, on en a une preuve très claire. Et donc la question se pose, si on ne veut pas que Poutine pousse ses avantages, si un jour il arrive à le faire,
nucléaire, et ça n'est pas impossible. Est-ce qu'on peut attendre, nous, que les chars russes arrivent sur le Rhin à Kiel pour commencer à réagir? On voit bien que non. Donc, de fait, effectivement, notre défense commence très au-delà de nos frontières. Et je crois que dans cette affaire-là, il est clair, on se défendra ensemble ou on ne se défendra pas. Maintenant, que l'on maintienne l'adversaire dans l'ambiguïté, c'est dans la nature même de la dissuasion nucléaire. Donc on n'a pas à dire oui pour la Lettonie, non pour l'Italie et un peu pour l'Allemagne. Il faut laisser planer le doute. Mais si on ne fait pas ça, il est clair qu'on va vers une prolification nucléaire. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui a les moyens en quelques années, n'en doutons pas. Oui, mais elle n'a pas le droit de le faire par rapport au traité de paix de la guerre de 1945. Oui, vous avez déjà vu quelqu'un respecter les traités? Vous vous rappelez ce que disait le général de Gaulle? Le Japon, non plus, n'a pas fait l'arme nucléaire. Vous avez vu les États-Unis respecter le traité transatlantique? On le voit là, non. Et que disait le général de Gaulle? Le général de Gaulle disait les traités, c'est comme les roses et les jeunes filles, ça dure ce que ça dure. Et je crois qu'il avait parfaitement. Il avait parfaitement. Est-ce que c'est la rose qui m'a fait penser à vous, madame? C'est sûr, s'il avait regardé Bilger, on serait posé des questions. Je ne l'ai jamais prétendu. Allez les amis, puisque Vincent Desportes, pardon, allez-y. Non, voilà, moi je crois que si on ne veut pas qu'il y ait une prolifération nucléaire sur le continent, il faudra bien admettre que notre arme est une arme qui servira à défendre les autres nations. Le problème, c'est le problème de la légitimité de celui qui va décider de tirer. Là, c'est un problème politique et moral qui est très compliqué à régler. Alors, le Guérin a été très long. Vous vouliez parler du service militaire qui pourrait, selon vous, avoir une descendance, peut-être? Oui, alors, un peu plus globalement. Pour l'instant, on parle d'argent, on parle de 800 milliards. Il faut bien comprendre que l'argent est une condition qui est nécessaire, mais est une condition qui n'est pas suffisante. D'abord, en ce qui concerne l'armement, on peut avoir de l'argent, mais aujourd'hui, en Europe, nous n'avons pas les chaînes de production, nous n'avons pas les usines. Autant on peut trouver l'argent facilement, autant pour construire les chaînes de production, c'est lent. Et une fois qu'on aura les usines, et ça prend des années, nous n'aurons toujours pas le personnel, les ingénieurs, les contremaîtres et les ouvriers pour le faire. Donc il ne faut pas oublier cette affaire-là dans l'équation globale. Et il faut aussi des armes, si on en fait, mais il faut des soldats pour les porter. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas recruter davantage de soldats professionnels. Nous sommes au taquet si on n'accepte pas de descendre trop bas dans la qualité des soldats qu'on recrute. Donc il faudra bien aller trouver de la ressource humaine ailleurs que chez les soldats professionnels. Donc il faudra bien trouver une façon de faire appel aux contingents, comme le fait la Suède, comme le pense à le faire un certain nombre de pays baltes, comme le pense à le faire l'Allemagne. Donc il faudra forcément rétablir une sorte de service national. Attention, nous n'avons évidemment pas besoin des 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes qui constituent une classe d'âge aujourd'hui. Mais il faudra, par les moyens qu'on trouvera, arriver à trouver à peu près 100 000 personnes pour arriver à gonfler les rangs de l'armée. Comment est-ce que les Américains trouvent leurs volontaires, par exemple dans la garde nationale dont nous parlions? Eh bien, ils leur paient leurs études, ils leur paient le système social, etc. Mais nous n'échapperons pas à une certaine forme de remise en vigueur du service national. Merci beaucoup, général. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous, on est très en retard. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix avec Gérald Darmanin qui veut une prison ultra sécurisée pour 100 narcotrafiquants dénoncés comme de la torture blanche, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ce durcissement ne s'impose pas en voyant que certains gèrent leur trafic et même leur évasion en toute tranquillité depuis leurs cellules? Et à cette question, Darmanin a-t-il raison de durcir les conditions de détention des gros trafiquants de drogue? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et dans un instant, notre invitée Evelyne Sirmarin sera avec nous, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et magistrate honoraire. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pour cette émission jusqu'à 19h avec Philippe Bilger autour de cette table, on a accueilli le général Vincent Desportes. Vous reviendrez, Vincent ?
Avec grand plaisir si vous m'invitez. Je vous appelle Vincent. Allez, il y a une tout à l'heure, il a été troublé parce que vous aviez dit Vince. Oui, j'avais dit Vince tout à l'heure, mais j'étais allé un petit peu vite en besogne. Avec Loïc Guérin qui est avec nous. On vous souhaite la bienvenue avec ce numéro, les 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison. Écoutez, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire que ça ressemble à une opération de communication. D'abord, il va falloir les choisir. Je ne sais pas lesquels on va choisir. On sait très bien que la plupart des narcotrafiquants, ils sont sous nos yeux. Donc nous allons prendre d'abord une prison française. On va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolé, totalement sécurisé, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. À partir du moment où vous les mettez dans une même prison, il y a plusieurs problèmes. Soit il y a un bain de sang dans la prison. La deuxième solution, ils profitent de cette promiscuité, du fait d'être tous ensemble pour former peut-être le plus grand cartel de demain. Et donc le ministre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, veut regrouper 100 narcotrafiquants les plus dangereux dans une prison spécialisée dédiée à l'isolement renforcé. La branche française de l'Observatoire international des prisons dénonce de la torture blanche, je cite, une atteinte aux droits fondamentaux. Alors parlons vrai, est-ce que parler de torture vous semble outrancier? Et à cette question, Darmanin a-t-il raison de durcir les conditions de détention des gros trafiquants de drogue? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Evelyne Cyr-Marin est avec nous, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et magistrate honoraire. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Pendant longtemps, tout le monde, je dirais, tous ceux qui s'intéressaient à la chose judiciaire et pénitentiaire dénonçaient cette composition hétérogène dans les prisons, le mélange humain entre les détenus coupables de choses moins graves et ceux qui avaient commis des choses gravissimes. À partir du moment où on faisait ce constat, on a un garde des Sceaux qui, en effet, pour la première fois, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en créant peut-être des établissements spécialisés où on mettra les narcotrafiquants avec un régime bien sûr dur, je l'admets volontiers, mais qui n'a rien à voir avec la torture, puisque... Pardon, je sais que je vais faire souffrir notre excellente invité. Il faut que le régime pénitentiaire soit plus douloureux que la vie en liberté, sinon les narcotrafiquants vont se multiplier. Et donc, juste pour terminer, j'ai entendu qu'elle est vice-présidente des droits de l'homme. De la Ligue des droits de l'homme. De la Ligue des droits de l'homme, institution que je respecte, mais je suggère que les droits de l'homme, ça peut être aussi la multitude qui est offensée, blessée, tuée par les narcotrafiquants. Et donc l'établissement prévu ne me gêne absolument pas. Et torture blanche ne m'apparaît pas comme un bon terme. Avocat de la défense, Loïc Guérin. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est que si je regardais à l'instant les chiffres, on est à 81 000 et quelques détenus pour 62 000 places en France. J'ai encore une fois le sentiment, mais une fois encore, peut-être que je me trompe, que nos hommes politiques ou femmes politiques nous font un peu d'esbrouf. C'est-à-dire qu'on réagit aux faits divers, on arrive avec une énième réforme, et de manière assez intéressante dans le discours qu'on avait là, on vide une prison pour mettre de nouveaux détenus qu'on aurait sélectionnés triés de manière restrictive. Et on les met où, les autres? On est déjà en surpopulation carcérale alors qu'on travaille au fond pour mieux gérer la population pénitentiaire. Pas de difficulté de principe là-dessus évidemment, mais en revanche ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on nous fait encore un effet d'annonce et que la réalité qui est cachée derrière, c'est la misère terrible de l'administration pénitentiaire française. Général Desportes. Écoutez, moi je crois qu'il faut Attention agir. Le micro, général. Je crois qu'il faut agir sans faiblesse. Encore une fois, moi je suis totalement incompétent en termes de droit, mais on peut pas à la fois se plaindre du narcotrafic et ne pas prendre de mesures fermes. Donc moi je fais partie des 94%. Evelyne Cyr-Marin, vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que quelque part, il faut pas quand même changer le mode de détention? Parce que quand on voit que Amra a pu organiser tous ses trafics, un contrat pour faire descendre quelqu'un et son évasion depuis sa cellule, c'est quand même un peu surprenant.
Oui, bien sûr. C'est pas la Ligue des droits de l'homme qui utilise le mot de torture blanche. C'est l'Organisation internationale des prisons, peu importe. On l'a dit. Mais on se fonde sur un article sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2009 qui a condamné la France lors d'une affaire où le détenu était à l'isolement. Donc c'est à peu près le régime qu'on veut instaurer de façon très pérenne, pendant 4 ans, renouvelable, la même personne sera placée à l'isolement. Et la Cour européenne a dit que sur la longue durée comme ça, c'est ce que veut faire M. Darmanin, c'est quelque chose qui n'est pas supportable pour le détenu. Alors ça, on peut s'en moquer en se disant, bon, c'est des narcotrafiquants, tant pis pour eux, mais également pour les surveillants. Et vous regarderez la position du syndicat des directeurs d'établissements pénitentiaires, c'est ce qu'ils disent. Ils sont extrêmement réservés en disant mais comment le personnel pénitentiaire va pouvoir être formé? Ça va être une véritable cocotte-minute. On va constituer une sorte d'incubateur de mafia parce que, par exemple, la prison qui est choisie, là, Condé-sur-Sarthe, c'est là où il y a déjà Amra. Donc, s'il y en a 99 comme ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, du point de vue de l'efficacité, ça semble quand même très, très dangereux. Et deuxièmement, c'est un régime qui est tellement dur, encore une fois, on peut penser que c'est légitime pour ces gens-là, mais qui est tellement dur, c'est-à-dire des parloirs surveillés, très peu de visites, enfin, etc., des fouilles constantes, que il nous semble à la Ligue des droits de l'homme qu'un juge devrait, pour le moins, autoriser que quelqu'un, pendant 4 ans, soit soumis à un régime si attentatoire à la dignité des personnes. C'est l'article 3 de la Convention européenne, traitement inhumain et dégradant, c'est ce qu'a dit la Cour européenne pour l'isolement. Donc voilà, est-ce qu'un directeur d'établissement pénitentiaire, autorité administrative, peut décider qu'une personne soit privée à ce point de tous ses droits pendant si longtemps? C'est la difficulté. Et enfin, le problème, c'est que cette disposition est dans le cadre d'une proposition de loi. Le Conseil d'État n'a pas été saisi pour avis, c'est une proposition de loi. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, c'est-à-dire comment faire, combien ça va coûter, etc. Il y a quand même un problème, si vous voulez, de fabrication, de production de la loi, avec le risque qu'en plus ce soit un cavalier législatif. Donc il y a beaucoup de difficultés. Alors vous allez me dire, vous critiquez toujours la Ligue des droits de l'homme, etc. Vous n'êtes que critique. Je me retranche un peu derrière l'avis des directeurs d'établissements pénitentiaires avec lesquels j'en ai discuté et d'un certain nombre de magistrats. Il semble que les quartiers actuels, qui sont les quartiers spécialisés dans des prisons déjà très difficiles, soient beaucoup plus adaptés plutôt que créer donc une sorte de rassemblement de 100 Amra en même temps dans le même établissement. Voilà pourquoi on est opposé à cette idée de M. Darmanin qui n'est pas nouvelle. M. Badinter a supprimé les QHS en 82, donc c'est absolument pas du tout nouveau. Il reprend la même idée, mais enfin qui a été quand même suivi, vous vous souvenez, par le meurtre de 2 personnes, une infirmière et un surveillant pénitentiaire. Et ça a donné le procès Buffet-Bontemps et ensuite l'abolition de la peine de mort. Bontemps étant défendu par Badinter. Donc vous voyez, il y a quand même des problèmes. D'abord, merci pour votre propos que je trouve intéressant et pas trop partisan. Sur le premier point, je vous rejoins. S'il y a des problèmes psychologiques qui peuvent résulter de ce type de registre pénitentiaire, notamment pour les surveillants, vous avez raison de l'évoquer et il faut y faire attention. Ma deuxième observation, c'est le fait que je constate avec un grand plaisir intellectuel que vous ne récusez pas le principe d'une obligation d'incarcération distincte et séparée pour les narcotrafiquants. Et dernière observation, comprenez bien, ça n'est pas de mettre ensemble 100 Amra dans une même cellule, c'est, il me semble possible, dans un régime pénitentiaire, de faire en sorte d'appliquer à chaque
certains de ces détenus un régime sévère, comme ça a pu exister en Italie, sans qu'il y ait des conséquences aussi fâcheuses que celles que vous évoquez. Oui, je ne sais pas si je peux... Oui, allez-y. Je ne sais pas si je peux répondre, mais oui, et puis il y a quand même ce problème de l'absence de décision judiciaire pour une atteinte si grave aux libertés. Je pense que ça serait quand même mieux que ce soit déjà le juge d'instruction, le juge des libertés ou le juge de l'application des peines selon le statut du détenu, parce qu'on va mélanger la détention provisoire et l'exécution des peines. Donc ils seront mélangés. Et donc, il vaudrait quand même mieux déjà, pour préserver quand même un petit peu l'état de droit, que ce soit un magistrat avec la possibilité de faire un recours devant, évidemment, la cour d'appel, qui décide contradictoirement, la personne ayant un avocat, de placer ou pas à l'isolement. Parce que la question, et le Conseil d'État l'a dit, la question dans un arrêt du 18 novembre 2024, très récent, à propos du régime de l'isolement, le Conseil d'État, ce qu'il a dit, c'est que on ne place pas à l'isolement, donc régime actuel, des détenus dangereux. On ne les place pas à l'isolement en fonction de la nature de l'infraction, mais de leur dangerosité. Et c'est ça qui pose un peu un problème dans ce que prétend Monsieur Darmanin, c'est que là, finalement, ça va être des personnes qui seront peut-être de très graves délinquants, mais pas nécessairement dangereux. Donc on verra ce que dira le Conseil d'État. C'est pas sûr que juridiquement ça tienne la route. Merci beaucoup Evelyne Sirmarin d'avoir accepté notre invitation, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et magistrate honoraire. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Général Vincent Desportes. Merci beaucoup Loïc Guérin. Merci à vous. Dans un instant, on va vous parler emploi avec les agriculteurs. Au sortir du salon de l'agriculture, énormément d'agriculteurs aujourd'hui cherchent en tout cas du personnel, et vous allez voir que ça se transforme parce qu'il y a de plus en plus de femmes. On en parle dans un instant. À tout de suite.